Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le 10 janvier 2022 et je continue ma lecture du livre que Will Durant a consacré à la vie et les doctrines des philosophes et plus précisément dans la partie qu'il consacre à Francis Bacon. Je suis à la page 140 où Francis Bacon se propose de faire évoluer un petit peu toutes les sciences, et y compris la médecine. Donc je continue ma lecture. Bacon pense que les médecins devraient être autorisés à faciliter et à hâter la mort, euthanasie, dans le cas où la fin ne serait autrement différée que de quelques jours et au prix de grandes souffrances. Mais il invite les médecins à étudier davantage l'art de prolonger la vie. Voilà. Il nous semble entendre quelque amer disciple de Schopenhauer protester ici contre l'assertion que la prolongation de la vie soit un bienfait et prétendre au contraire que la célérité avec laquelle certains médecins mettent fin à nos maux est digne de tout éloge. Mais Bacon, bien que tracassé, marié et harcelé, n'a jamais mis en doute que la vie ne fût, après tout, une très belle chose. Ça, c'est quand même intéressant. Tracassé, marié, harcelé, c'est curieux ça. En psychologie, il est presque behavioriste. Il demande une étude rigoureuse des causes et des effets des actions humaines et veut éliminer le mot hasard du vocabulaire scientifique. Hasard est le nom d'une chose qui n'existe pas, écrit-il. Ce n'est que le hasard dans l'univers, la volonté l'est dans l'homme. Ce qu'est le hasard dans l'univers, la volonté l'est dans l'homme. Ces quelques mots contiennent tout un monde de signification et une provocation à la guerre. La doctrine scolastique du libre arbitre est rejetée comme indigne de discussion. Et je pense qu'il avait raison. L'hypothèse universelle d'une volonté distincte de l'intellect est repoussée. Bacon ne développe pas ses prémices. Ce n'est pas le seul endroit où il met tout un volume dans une phrase et passe outre. Ben oui, il n'y a pas de hasard, bien entendu. Le libre arbitre. Comment juger du libre arbitre? Voilà, une action qui sera agie, par exemple, dans 8 jours. Voilà. Dans 8 jours, en France, il y aura forcément un accident qui va se produire dans 8 jours pile, à peu près. Dans 8 jours, à la même heure, au même moment, il y aura un accident qui va se produire. Actuellement, les deux personnes qui vont faire cet accident de voiture, vaquent à leurs occupations, choisissent, je vais là, je fais pas ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, comme s'ils avaient un libre arbitre. Mais quoi qu'il arrive, ils vont au devant de cet accident. Il n'y a pas d'issue. Ils sont obligés d'aller vers cet accident. Et donc cet accident est forcé d'arriver dans leur existence. Ils ne le savent pas, personne ne le sait, mais cet accident se produira dans 8 jours en France. Et les deux personnes qui vont en être victimes sont en train d'organiser leur vie, de vivre normalement, etc., de faire soi-disant des choix. Voilà, cette vision-là montre qu'il n'y a pas le choix, que ce qui nous arrive doit nous arriver, qu'on ne peut pas, que ce qui nous arrive ne peut pas nous arriver, ne peut pas ne pas nous arriver. Voilà. Quoi qu'il fasse, là je suis en train de faire une vidéo, ce que ma vie s'organisait, cette vidéo devait être faite. Ce que j'ai choisi, même si j'ai pensé hier
demain matin, je vais me promener. J'avais pas l'intention de faire cette vidéo, mais en fait, tout ce que j'ai fait convergeait pour que je fasse cette vidéo, que cette vidéo ait lieu. Donc il n'y a pas, on ne peut pas échapper à cette chose-là. On doit croire qu'on a un libre arbitre, parce que ça nous rassure et ça nous fait du bien. Mais ça n'est pas le cas. Mais alors, en psychologie, il est presque behavioriste. Voilà. Ce qu'est le hasard dans l'intellect. Toujours en quelques mots, Bacon invente une nouvelle science, la psychologie sociale. Les philosophes, écrit-il, devraient étudier avec soin la puissance et l'énergie de la coutume, de l'exercice, de l'habitude, de l'éducation, de l'exemple, de l'imitation, de l'émulation, des rapports de société, de l'amitié, de la louange et du blâme, de l'exhortation, de la réputation, des lois, des livres, des études, etc. Car ce sont là les choses qui gouvernent la morale humaine. C'est par ces agents que l'âme est formée et réprimée. Il a raison, et c'est vrai que c'est le premier c'est un des premiers à se pencher sur la psychologie sociale, sur l'organisation. Et là, on devrait comprendre, on ne le fait même pas encore, l'exemple et l'imitation, par exemple. Parce que sinon, les médias, la créativité du cinéma comprendrait qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui fait que les hommes agissent bien souvent par imitation. Donc ils éviteraient de mettre autant de violence, autant de crimes sans sentiment, parce qu'en fait c'est ce qui se passe. On voit des mecs se poursuivre, tirer, voilà, ils tuent 5-6 personnes, ils continuent, comme si ces êtres humains n'avaient aucun sens. Donc ils donnent comme sentiment à l'humanité qu'il y a des gens qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt, qui peuvent disparaître, qu'on peut tuer sans aucun, sans état d'âme, en fait. Comment peuvent-ils penser, voilà, on voit un Schwarzenegger, un Rambo, ou je ne sais pas, qui avance d'un seul coup, il y a une dizaine de policiers qui le suivent, ou des gangsters, ou je ne sais pas, n'importe, un paquet de monde qui le suit, et là, à coups de mitraillette, de pistolet, il les tue les uns après les autres. Mais chaque être humain est une vie. Chaque être humain a un père, une mère qui va le pleurer, une femme, des enfants. Comment ça se fait que les médias n'ont pas réfléchi à ce genre de choses pour donner ce type de valeur à faire? De la torture. Dans plein de films, on voit des psychopathes en train de torturer. Et donc de ne pas se mettre d'une certaine façon à la place de la victime, ou de pas. C'est quand même aberrant qu'on n'ait pas cette conscience du problème de l'imitation dans l'humanité. Cette esquisse a été suivie de si près par la science moderne que l'on croirait presque lire la table des matières des ouvrages de Tarde, Le Bon, Ross, Wallace et Durkheim. Rien n'est au-dessous de la science ni au-dessus d'elle. La sorcellerie, les rêves, les prédictions, les communications télépathiques, les phénomènes psychiques en général doivent être soumis à l'examen scientifique. Oui, il a raison. Car on ne sait pas dans quel cas, et d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi importants, on découvrira certainement leur importance à ces prédictions, à la télépathie, etc. On découvrira leur intérêt. Mais il faut les confier à la science. Car on ne sait pas dans quel cas et jusqu'à quel point les effets attribués à la superstition
participe de causes naturelles, écrit-il. En dépit de son fort penchant naturaliste, Bacon subit la fascination de ses problèmes. Rien d'humain ne lui est étranger. Qui sait quelle vérité insoupçonnée, quelle science nouvelle peut en fait sortir de ses investigations. De même que la chimie est née de l'alchimie. L'alchimie peut être comparée, écrit-il, à l'homme qui disait à ses fils qu'il leur avait laissé de l'or enterré quelque part dans sa vigne. Ses fils bêchèrent et ne trouvèrent pas l'or, mais en remuant la terre autour des sceptres, ils eurent une vendange abondante. Ainsi, la recherche et les efforts qui tendaient à faire de l'or ont produit une foule d'inventions utiles et d'expériences instructives. Voilà, mais bien sûr, la cupidité, c'est un des moteurs essentiels de l'humanité. Et pourquoi ne pas l'utiliser, bien entendu, il est là pour ça. Mais on doit pouvoir maintenant passer à d'autres moteurs que celui-là, le moteur de la conscience. On doit pouvoir s'élever progressivement vers d'autres moteurs. Une autre science encore voit le jour dans le 8e livre, la science du succès dans la vie. N'étant pas encore tombé du pouvoir, Bacon présente quelques avis préliminaires sur la manière de s'élever dans le monde. La première condition requise est la connaissance de soi-même et des autres. Le gnoti, séotone, ne suffit qu'à moitié. Se reconnaître soi-même vaut surtout comme moyen de connaître les autres. Nous devons avec soin nous informer des individus auxquels nous avons affaire, de leur caractère, de leurs passions, de leurs buts, de leurs mœurs, de leurs habitudes, des assistances, des secours et des assurances sur lesquelles ils comptent le plus et qui font toute leur force et leurs défauts et leurs faiblesses. À quoi ils sont le plus ouverts et le plus accessibles. Nous devons nous enquérir de leurs amis, de leurs factions, de leurs protecteurs, de leurs clients, de leurs ennemis, de ceux qui leur portent envie, de leurs rivaux, des moments où ils se laissent le plus aisément approcher. Eh bien, il aurait pu rentrer au KGB ou à la CIA ou au Mossad ou à la DGST ou à la DST, DGSE, ce cher Francis Bacon. Parce qu'en fait, si tu commences à être dans cet état-là, ah bah oui, pour le business, c'est très bon, hein, pour savoir, pour vendre un canapé à un couple de personnes âgées, il faut que tu sois briefé de tout ça, que tu aies un œil complet sur leur comportement, sur ce qu'ils sont, sur tout ça, pour pouvoir les abuser. Mais en dehors de ces états-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, ou est-ce qu'on a juste besoin de faire circuler de l'amour, de l'amitié, de la tendresse? Est-ce qu'on a besoin de toutes ces forces si ce n'est pour accueillir, pour acquérir du pouvoir? Alors oui, par rapport à ce que voulait Bacon, c'est important pour celui qui veut monter dans les lignes du pouvoir. Mais est-ce que ça ne fait pas des états d'esprit bien précis, bien particuliers? Alors, certainement, il faut encore ces états d'esprit. Il faut encore que ces gouvernants soient des Machiavels, parce qu'ils ont affaire à d'autres gouvernants qui sont des Machiavels. Et donc, il faut être... voilà, quand un Sarkozy reçoit l'ancien président de Kadhafi, voilà, quand il reçoit Kadhafi, il faut qu'il ait l'esprit qu'il a à ce moment-là, pour ne pas se faire dévorer. Et on le voit, c'est vraiment des luttes entre des êtres humains. Hein, quand voilà, notre président rencontre Trump,
la poignée de main, le fait de tirer vers soi, le fait de, etc., les actes de soumission, les actes de domination sont vraiment présents dans cette chose-là. Alors, ils ne sont pas complètement vitaux, parce qu'il y a tout un tas de conseillers qui est derrière chacun, etc. Il y a plein de choses qui ont diminué cette importance de l'être humain face à l'autre être humain. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est par leur naturel que l'on juge le mieux ceux qui sont plus faibles et plus simples, par leur dessein que ceux qui sont plus prudents et plus fermés. Mais dans cette recherche, le procédé le plus court consiste 1. À se ménager un grand nombre d'amis, 2. À observer un juste milieu entre une parole trop libre et le silence, mais rien ne contribue davantage à donner de soi une haute idée et à assurer son propre droit que de ne point se désarmer par un excès de douceur et de bonté qui expose un homme aux affronts et aux reproches. Voilà, exactement. Alors, bientôt, vivement, il faut le dire, vivement que nos chefs d'État soient dans l'excès de douceur et de bonté. Et c'est un peu ce que arrive quelques-uns. Et je pense que nos chefs d'État sont dans cette, ont cette capacité de douceur et de bonté. Mais ils ont aussi la capacité de se refermer complètement et de devenir des Machiavel. C'est ce qui les préserve de la brutalité de ces rapports. Il est bon parfois de lancer quelques traits qui témoignent d'une âme fière et libre, et qui n'ont pas moins d'aiguillons que de miel, écrit-il. Voilà. Les amis pour Bacon sont surtout un moyen d'arriver. Il partage avec Machiavel une conception qu'on est d'abord tenté d'attribuer à la Renaissance, si l'on ne songe aux belles amitiés désintéressées de Michel-Ange et de Cavalieri, de Montaigne et de la Boétie, de Sir Philippe Sidney et de Hubert Languet. Peut-être ce rôle très pratique assigné à l'amitié aide-t-il à expliquer la chute de Bacon, comme certains jugements analogues peuvent expliquer celle de Napoléon. Car les amis d'un homme pratiqueront rarement dans leur rapport avec lui une philosophie plus haute que celle qu'ils professent à leur égard. Bacon poursuit en citant Bias, l'un des 7 sages de la Grèce antique. Aimez votre ami comme s'il devait devenir votre ennemi, et votre ennemi comme s'il devait devenir votre ami. Ne confiez pas trop même à votre ami vos intentions et vos pensées réelles dans la conversation. Posez des questions plus souvent que vous n'exprimez d'opinion. Et quand vous parlez, offrez des données et des faits plutôt que des croyances et des jugements. Il a raison, et je le constate, moi qui suis extrêmement naïf dans mes façons de parler aux gens, je vois que ça peut apporter du tort. Mais en même temps, c'est ma personnalité, ça apporte du bien, ça fait ce que je suis, et ça me fait aimer d'une certaine façon, et pas craindre, et pas, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a porté tort quelquefois. Une fierté manifeste aide à l'avancement, et l'ostentation est une faute en morale, plus qu'en politique. Cela encore nous rappelle Napoléon. Bacon, comme le petit Corse, était assez simple dans le privé, mais dans la vie publique, il aimait le décorum et le faste, qu'il jugeait indispensable à son prestige. Et c'est ce qui se passe avec nos chefs d'État. Ils pourraient mais finalement, dans la vie publique, ils aiment le décorum et le faste. Et finalement, malheureusement, ça déteint sur eux. Et ça déteint sur ceux qui sont autour d'eux. Et ce qui fait que le népotisme est là. Et l'abus de pouvoir. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'un chef d'État comme De Gaulle n'avait aucun intérêt à ce faste, mais vraiment au fond de lui-même. Donc il n'a pas été vulnérable, il a pu vivre dans les ors de la République. Mais sa vie était autre chose que celle-ci.
il a bien su faire la différence entre ces ors qui étaient destinés au faste de la France et l'utilisation que lui pouvait en faire uniquement en tant que serviteur de cette France. Et c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, sa femme a suivi cette philosophie, son éthique. Et donc, voilà, il a imposé son éthique à ses enfants, à sa famille, à tout le monde autour de lui, et aux ministres, etc. Et ça, c'est très important quand même. Et quand un chef d'État tombe dans l'amour du faste, eh ben, il entraîne la corruption avec lui. C'est ce qui a été, à mon sens, le problème des chefs d'État comme Mitterrand, etc. Autour d'eux, la corruption s'est installée parce que il a apprécié le faste. Voilà la grande différence. Ce qui fait, et malheureusement, c'est déclinant, et ça décline sur la politique, sur la politique sociale de Mitterrand. Elle est infiniment inférieure à celle de Gaulle, qui était pourtant de droite, lui de gauche, etc. Mais parce que il s'est laissé griser par le pouvoir, voilà. Donc son âme était déjà préparée à cela. Son âme était faite elle était suffisamment faible pour accepter de succomber à ce faste et de laisser autour de lui donc les cercles de ses intimes, de ses courtisans profiter de tout ça. Et c'est ce qui a détruit l'idée de la gauche, d'une certaine façon. Et à partir de lui, les autres ont continué dans cette lancée. Droite-gauche, droite-gauche. Ils ont succombé à ça. Par faiblesse, certains. Par faiblesse de caractère, et d'autres par appétit. Mais voilà ce qui fait que depuis 40 ans, depuis ce néolibéralisme, nous avons affaire à un système de gouvernants qui n'aime pas le peuple, qui n'a pas vraiment de haute idée politique. Et ils n'ont pas le temps même de l'acquérir en 5 ans. Quand ils commencent à devenir à peu près bons, ils doivent changer, etc. Donc c'est un peu pitoyable. C'est ainsi que Bacon passe d'un domaine à l'autre, semant dans toute science le germe de sa pensée. À la fin de son enquête, il arrive à la conclusion que la science toute seule ne suffit pas. Il doit exister en dehors des sciences une force et une discipline qui les coordonne et leur assigne un but. Quelle intelligence, il a raison. Il est encore une grande et sérieuse raison qui explique le peu de progrès des sciences, écrit-il, et la voici. Il n'est pas possible de bien diriger sa course quand le but lui-même n'a pas été bien fixé. Et c'est ça le problème. Parce que nous n'avons pas fixé le but de l'humanité, parce que nous n'avons pas encore vu le but de l'humanité, parce que nous n'en parlons plus de ce but de l'humanité, parce que le spirituel qui traçait le but de l'humanité n'est plus aux côtés du politique, parce que le philosophe n'est plus aux côtés du politique, parce que le philosophe qui est aux côtés du politique est un philosophe lascif, incroyant, qui n'a plus d'intérêt téléologique, qui ne s'intéresse plus du tout à l'évolution de l'humanité, au but de l'humanité, au sens de l'humanité, mais est revenu vers l'immédiat, la jouissance immédiate et le plaisir immédiat, parce que ces hommes politiques n'ont plus autour de tout ça, eh bien,
ils ont créé ce monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde déboussolé, perdu, sans sens, qui évolue, parce qu'il a gardé le cadre qui a été tracé depuis des millénaires. Donc il évolue au sein de ce cadre, mais il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas le sens de son action et le sens de l'humanité. Et là, il est important, Francis Bacon. Ce dont la science a besoin, c'est de la philosophie. Et il a raison. Mais pas des philosophes qui gravitent autour des pouvoirs actuels. Ils n'ont aucun intérêt, ces philosophes-là. Ou qui titillent le pouvoir, qui jouent le fou du roi. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas une vision progressiste de l'humanité, une vision globale et lointaine de l'humanité. Ils ont une vision à court terme et sont englués dans leur propre idiotie, on va dire, parce qu'ils se réclament athées, ou ils ne veulent pas parler de spiritualité, de religion, ils ont peur d'en parler, pour ceux qui ne le sont pas, et les autres se disent athées, et même s'ils ressentent l'idiotie de leur truc, ils vont persister tant qu'ils ont de l'énergie, tant qu'ils ont des testostérones, tant qu'ils sont dans la compétition, ils vont insister dans leur athéisme. Et il faudra qu'ils attendent leur vieillesse absolue, comme Sartre, pour arriver à revenir à quelque chose de spirituel. Ce dont la science a besoin, c'est de la philosophie, de l'analyse, de la méthode scientifique. Et la philosophie, elle est là pour ça, elle est posée entre la science et la religion. Et elle a une hémisphère d'un côté et une hémisphère de l'autre. Elle n'est pas isolée de ces deux choses. Elle implique les deux, elle pénètre les deux. Et c'est ce qui fait toute sa force. Et c'est extraordinaire. Ce dont la science a besoin, c'est de la philosophie, de l'analyse de la méthode scientifique, de la coordination des recherches scientifiques et de leurs résultats. Sans cela, toute science ne peut qu'être superficielle. Car de même, donc comment ces philosophes n'ont pas été suffisamment bien écoutés. Car de même que d'une plaine, on ne peut avoir une vue parfaite d'un pays, de même il est impossible de découvrir les parties reculées et profondes d'une science en se tenant à son niveau ou sans monter à une science plus élevée. Il condamne l'habitude de considérer les faits à part de leur contexte, sans avoir égard à l'unité de la nature. C'est, dit-il, comme si l'on portait une chandelle dans les coins d'une chambre irradiée d'une lumière centrale. C'est la philosophie, plus encore que la science, qui reste jusqu'au bout sa passion. Voilà, je vais arrêter là pour cette fois, je pense. Non, je continue. C'est la philosophie seule qui peut donner à une vie de trouble et de chagrin cette superbe paix qui vient de l'intelligence. Le savoir surmonte ou mitige la crainte de la mort et de l'adversité. Il cite les beaux vers de Virgile. Félix qui potu, tuit, rédu, d'Adam, etc. Heureux celui qui a pu des choses connaître les causes et a mis sous ses pieds toute crainte et le sort inexorable et le fracas de l'insatiable Achéron. Voilà, le plus beau résultat de la philosophie est peut-être de nous apprendre la leçon d'acquisition indéfinie que l'industrie qui nous en tire tour répète avec tant d'insistance. La philosophie, écrit-il, nous prescrit de rechercher d'abord les biens de l'esprit. Le reste nous sera donné par surcroît. On ne nous manquera ou ne nous manquera guère. Un peu de sagesse et joie éternelle. Voilà, là j'arrête cette fois-ci. Eh bien, merci de votre écoute. Et c'est vrai que la philosophie est la reine de la pensée.
et elle doit le redevenir. Et pour ça, il faut qu'elle ait la tête dans le spirituel, les pieds dans la science. Voilà. Une main dans la politique, l'autre du côté du peuple. Une main du côté de l'élite, une main du côté du peuple. Qu'elle soit équilibrée au milieu. Et c'est pas ce que nous voyons chez les philosophes qui passent à la télévision et donc qui donnent le là de la philosophie. Voilà ce que je pense. Les bons philosophes restent cachés, malheureusement, dans ce temps de violence et de dureté où il faut avoir du cuir pour pouvoir supporter l'agressivité du monde. Donc il ne reste plus que les philosophes qui ont du cuir, c'est-à-dire qu'ils sont tellement narcissiques que rien ne les touche, qu'ils ont une vision tellement grande d'eux-mêmes qu'on ne peut pas les atteindre d'une certaine façon. Ils ont réussi à construire une dureté et donc ils deviennent un peu bourrins d'une certaine façon parce qu'ils n'ont plus l'esprit souple des choses. Et ceux qui ont l'esprit souple, eh ben, ils ne vont pas à la télévision, ils ne se montrent pas. Voilà la fin de cette partie du néolibéralisme, puisqu'on va en sortir dans quelques décennies, en quelques décennies, mais bon, voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est eux qui conseillent les hommes politiques et les futurs hommes politiques, ces philosophes simplistes, ces philosophes bornés, ces philosophes élitistes. C'est eux qui conseillent actuellement les puissants et ceux qui rêvent de le devenir. Voilà, allez, bon courage à tous, à bientôt.